L'interview, Sidonie Feka reçoit Didier Yimkwa. Abeka Matin, encore et toujours des invités de qualité. Abeka Matin. Abeka Matin, l'interview. Bonjour Didier Yimkwa, bienvenue dans le cadre de cet entretien sur Abeka Matin. Bonjour madame, merci de m'avoir invité. Les 27 et 28 avril 2016 se sont tenues les premières assises nationales sur les déchets sous le thème gestion des déchets vers une économie circulaire. C'est un événement qui avait été organisé par le ministère de l'Environnement et le ministre Pierre Ailé remet cela sur la table en convoquant les actionnaires à l'Assemblée générale constitutive de la Bourse des déchets le mercredi 28 mai 2025 au Hilton Hotel à Yaoundé. La question de gestion des déchets est prégnante dans notre pays et cette convocation intervient après qu'on ait assisté aux états généraux de la gestion des ordures ménagères qui se sont déroulés à Yaoundé du 5 au 6 mai, présidé cette fois-là par la ministre du Développement urbain et de l'Habitat, Célestine Ketcha Cortez. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce qui pourrait constituer le menu de cette autre rencontre qui soit différent de ce à quoi nous avons assisté il y a de cela quelques semaines? Bon, ici c'est un peu plus sélectif, c'est-à-dire on convoque ceux qui ont souscrit des actions. Oui. Ils sont un peu, c'est vrai, nombreux, moins de 100 qui ont souscrit à des actions et l'action va coûter 4 millions de francs. Donc, on les convoque, évidemment, pour mettre sur pied une assemblée, ils ont appelé ça une assemblée constitutive. Oui, oui. Donc, c'est une assemblée constitutive qui va se passer, c'est un jour, oui, au Hilton. Bon, c'est vrai que j'ai quand même des informations, parce que j'ai rencontré les directeurs au ministère de l'Environnement qui ont travaillé sur la Bourse nationale des déchets. Mais moi, je leur ai présenté mes inquiétudes. Pourquoi? Parce que une action, 4 millions de francs, je pense que c'est assez fort. C'est assez fort. Pourquoi? Parce que dans la filière, ou bien dans ce qu'ils appellent là-bas chaîne de valeur, du traitement des déchets, parce qu'il s'agit là des déchets industriels, oui, c'est-à-dire des métaux ferreux et non ferreux, et peut-être les déchets plastiques. Donc, la bourse nationale est une plateforme d'échange, c'est-à-dire comme les formes classiques, comme les bourses classiques. D'accord, oui. J'ai le déchet, je peux aller à la bourse, proposer le vendre au recycleur. Mais il se trouve que lorsque vous regardez les fonctionnalités de cette bourse, vous vous rendez compte qu'on a exclu les petits porteurs. Et puis, dans la chaîne de valeur, comme je l'ai dit tantôt, les plus nombreux, c'est des Camerounais qui se débrouillent et qui sont des collecteurs et des transporteurs. Donc, j'ai consulté quelques-uns qui détiennent un permis environnemental qui m'ont dit qu'ils ne peuvent pas acheter une action à 4 millions de francs. Et s'ils ne peuvent pas le faire, la Bourse nationale des déchets ne sera que l'affaire des gros porteurs, c'est-à-dire qui sont pour la plupart des étrangers. À Douala, par exemple, si on a 5 fonderies, je ne peux pas citer leur nom ici pour faire leur publicité. Si on a 5 fonderies ici à Douala ou 6, il y a une seule qui appartient aux Camerounais. Oui. Donc les 5 autres appartiennent. Les 4 autres, appartiennent soit aux Libanais, soit aux Indiens. Et puis j'ai peur que, étant dans la bourse, ça puisse tuer les petits collecteurs parce que les démantèlements se font dans des grandes entreprises. Vous ne pouvez pas avoir la FEA aujourd'hui si vous n'avez pas un contrat avec des grandes entreprises, des grandes sociétés pétrolières qui sont peut-être basées à la zone portuaire de Douala. Et elles aussi peuvent souscrire des actions à la Bourse nationale des déchets. Une fois ces sociétés sont inscrites à la Bourse nationale des déchets, vous comprenez avec moi, vous êtes d'accord avec moi que les petits collecteurs qui vivaient du démantèlement, de l'enlèvement des déchets dans cette entreprise-là sont exclus d'office. Est-ce que ces petits collecteurs ne peuvent pas se regrouper en une seule entité pour je crois que c'est la solution. Dernièrement, quand j'étais à Yaoundé, parce que je suis allé à Yaoundé un jour avant la tenue des États généraux, j'ai rencontré le directeur de la norme, j'ai rencontré le sous-directeur des déchets toxiques. Oui. Bon, ils m'ont dit qu'à leur niveau,
ils ne peuvent rien faire parce que la bourse telle qu'elle est structurée aujourd'hui, la bourse nationale des déchets, ce n'est pas une seule personne qui peut venir changer quoi que ce soit, mais qu'en attendant, on va voir pendant que la bourse nationale des déchets va évoluer et ils verront s'ils peuvent faire des retouches. Mais sauf qu'aujourd'hui, la seule alternative qui est présentée aux petits collecteurs, c'est de se mettre en groupe, peut-être en JE, groupe d'intérêt économique. Bon, ils vont trouver une formule économique pour pouvoir intégrer cette bourse nationale des déchets. Et quand je suis rentré, je leur ai dit, il faut pas être hors de cette bourse nationale des déchets parce que vous avez eu le privilège pendant longtemps d'aller enlever la ferraille dans les grosses entreprises multinationales, enlever les plastiques. Mais aujourd'hui, c'est fini là parce que l'État a un autre souci. L'État veut avoir la main mise sur la production des déchets industriels au Cameroun. Oui. Au-delà du fait que c'est une source de richesse énorme, l'État veut surtout contrôler la traçabilité des déchets industriels. Il faut dire que la Bourse nationale des déchets, c'est une plateforme virtuelle conçue pour faciliter les échanges entre les échanges commerciaux entre les acteurs du secteur et elle met en relation l'offre et la demande des déchets à fort potentiel économique. Et on invite ici les entreprises, les collectivités territoriales décentralisées CTD et les autres parties pour qu'elles puissent identifier les différentes opportunités de valorisation de ces déchets. Quelles peuvent être ces différentes opportunités? Une mairie comme la ville de Douala, parce que l'information que j'ai eue, je crois, la commune, la mairie de la ville de Douala est à 20 millions de francs, c'est-à-dire ça fait 5 actions. Oui. Cela peut améliorer les recettes de la mairie. Parce qu'aujourd'hui, les mairies de ville, selon le code général de décentralisation, le contrôle, le suivi de la gestion des déchets, des déchets industriels, font partie des compétences, relèvent de la compétence de la mairie de la ville. C'est ce qui est dit dans le code général de la décentralisation. Évidemment, dans une ville où il n'y a pas de comité urbain, c'est l'affaire de la mairie de la ville, comme à Baranté par exemple. Donc, c'est une grosse opportunité pour la ville de Douala qui aujourd'hui héberge à peu près 50% des établissements classés de première catégorie du Cameroun. Quelques exemples de ces déchets, des déchets qui intéressent la Bourse nationale. Je peux prendre un exemple. C'est vrai, je ne vais pas donner le nom des grosses multinationales qui sont installées dans la zone portuaire, qui font dans l'extraction du pétrole, qui utilisent, parce que là-bas, la RZO ou bien les normes sont strictes. Donc, vous avez souvent des pipes, c'est-à-dire des grands tuyaux en fer qui arrivent peut-être 1 mois après, 6 mois après, ne sont pas utilisables, n'ont pas été utilisés. Vous mettez de côté parce qu'il faut respecter des normes HS. Vous mettez de côté et ça devient un déchet parce que on ne peut plus l'utiliser en haute mer ou bien en offshore. On est obligé de les démanteler vers les entreprises qui en ont besoin pour fabriquer du fer à béton. Maintenant, je connais beaucoup de collecteurs qui sont basés à Mbopi, qui faisaient de bonnes affaires, ayant signé des contrats avec ces entreprises-là. Aujourd'hui, elles préfèrent aller, même pas qu'elles préfèrent, c'est-à-dire le ministère en charge de l'environnement, qui a la puissance publique, va les obliger à rentrer dans la bourse nationale des déchets. Et étant là-bas, la communauté urbaine peut acheter et revendre aux recycleurs. Donc, c'est un jeu d'écriture. Bon, on a ces déchets en fer. On a quel autre type de déchets? Oui, il y a par exemple la ferraille. On appelle ça la ferraille. Il y a les plastiques aussi. Il y a les plastiques, il y a la ferraille. Il y a les plastiques. Ça, c'est des déchets de haute valeur. Comment on appelait ça? Qui ont des valeurs marchandes assez élevées. Donc, voilà ce qu'il en est pour la Bourse nationale des déchets, dont les actionnaires sont convoqués pour une assemblée générale constitutive de la Bourse. Et là, ce sera le 28 mai 2025 au Hilton Hotel. On a bien compris que cela n'a rien à voir avec les états généraux. Non, ça n'a rien à voir avec la gestion. Il faut dire que c'était l'objectif principal des premières assises de l'économie, les premières assises qu'on a appelées les premières assises des déchets qui se sont déroulées à l'époque en 2016 au Palais de Congrès sous le parrainage, je crois,
du Premier ministre de l'époque. Il faut dire aussi, en ce qui concerne le ministre Pierre Ailé, qu'il a d'autres actions qu'on peut mettre à son actif, je vais le dire comme ça, du côté de la partie septentrionale, à travers l'opération Sahel Vert. Oui, on ne parle pas trop de ce ministre, hein, mais moi je pense que, toute proportion gardée, c'est l'un des meilleurs ministres du président de la République. Et s'il a gardé longtemps, c'est évidemment parce que il a à son bilan beaucoup de choses positives. Oui. Quand je prends, moi j'ai été plusieurs fois à l'extrême nord, moi quand je regarde un peu ce qu'il fait là-bas en termes de lutte contre la désertification, ce qu'il fait en termes de lutte la protection de l'opération Sahel Vert qui a été créée à l'époque par le président Ahidjo, qui a été créé par le président Ahidjo, qui a à un moment été dans un état de latence, mais qui a été réveillé par le ministre Ailé Pierre, parce qu'il faut dire qu'il est là depuis au moins 20 ans, ministre de l'Environnement, qui a été réveillé par lui et bien entretenu par lui. Si la vie est vivable, si tu me permets la redondance, c'est évidemment grâce à ces arbres, les nems que vous trouvez un peu partout dans des villes comme Marois, Garoua, parce que dans toutes les villes du Grand Nord. Vraiment, c'est quand même lui, c'est un bilan assez positif. Ensuite, beaucoup de pays, beaucoup d'États en Afrique centrale aujourd'hui prennent le Cameroun comme le hub de la protection de l'environnement, parce que le ministre Ailé Pierre a su donner de la valeur à ce qu'on appelle le cadre institutionnel, cadre juridique, pardon. Il a tout fait pour doter du Cameroun un cadre juridique assez puissant, assez fort. Et c'est pour ça qu'il y a des pays comme la Centrafrique, il y a des pays comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, qui se réfèrent aujourd'hui aux textes et lois du Cameroun pour élaborer leurs propres textes. Et ça, c'est à l'actif du ministre Ailé Pierre. Voilà. On adresse donc toutes nos félicitations au ministre Pierre Ailé, ministre de l'Environnement. Oui, malheureusement, c'est quelque chose que les communicants du RDPC pouvaient porter et faire leur publicité. Et je suis désolé parce que ce soit quelqu'un qui ne soit pas du RDPC, qui va jusqu'à parler même des engagements du chef de l'État à la COP21 en 2015. Bon, vous êtes environnementaliste, la question vous intéresse davantage. Oui, je me demande pour ce que fait Madame Tuente, qui est secrétaire à l'environnement. Je sais pas ce qu'elle fait au RDPC. Elle n'a jamais été dans une conférence des partis sur le climat, mais elle trône là à la tête d'une secrétaire. Elle trouvera le moyen de vous répondre, Didier Imkwa. Parlons de cette affaire qui semble être assez grave, aliments impropres à la communication. Dans une lettre signée par Philippe Kamiakwa, directeur général du Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale, le 17 mars 2025, il a été ordonné l'arrêt immédiat de la distribution d'eau et le retrait des bonbonnes Aura. C'est la marque présente dans l'immeuble siège du FECOM, et ceci l'a été à l'issue des analyses qui ont été effectuées par le Centre Pasteur dans le cadre d'un audit environnemental du FECOM, des analyses qui ont permis de détecter la présence de matière fécale dans l'eau fournie par cette entreprise à l'entreprise FECOM. Et donc, le 6 mai 2025, le ministre de l'eau, des mines et de l'énergie a donc demandé de suspendre à titre conservatoire la production et la commercialisation de cette eau, et c'est une décision qui est donc actée, même si aujourd'hui les dirigeants de l'entreprise Aura ont émis des réserves et souhaitent faire une sorte de contre-expertise, contre-analyse pour confirmer ou infirmer ce qui est dit. Et même pour voir si ce n'est pas un sabotage. Oui, par exemple. Parce que la concurrence est très rude. Il y a plusieurs entreprises qui aujourd'hui... Donc pour être aussi sur une piste de sabotage... Oui, rien n'est interdit, rien n'est exclu, parce que c'est quand même c'est une grosse perte en termes d'image. Parce que cette eau-là, je peux vous rassurer que les gens vont plutôt la consommer. Mais moi, ça me dérange un peu. On l'utilise même dans les hôpitaux, cette eau. Voilà, donc... Et aussi parce que la défaillance peut aussi provenir des
des managers ou bien de l'équipe managériale de cette entreprise. Parce que quand vous avez une entreprise comme celle-là qui produit quelque chose qu'on consomme beaucoup comme de l'eau, il faut à chaque fois communiquer sur les analyses qui sont faites, oui, du produit. À chaque fois, faire un peu comme les autres le font dans les boissons gazeuses et tout. À chaque fois, parce que comme je l'ai dit, avec la concurrence, il faut faire attention. Et le FECOM, je ne vais pas applaudir, parce que le FECOM, qui quand même est un élément, est une institution quand même assez importante dans la gestion des collectivités territoriales, la banque des communes, devait exiger aux maires, d'analyser tous les eaux qui sont dans les forages dans leur commune avant de les laisser consommer à leur population. Suffit. Dernièrement, on a fait une émission ici sur un décret de 2016 qui confère des compétences aux communes de contrôler les aliments, de contrôler tout ce qui a produit alimentaire, eau et consorts. Et je t'ai dit, quelqu'un qui a suivi cette émission m'a dit que j'avais raison. Ça peut paraître narcissique que je parle de moi, mais qu'il n'y a aucun maire d'arrondissement à Douala qui peut te dire exactement le nombre de puits ou bien le nombre de forages qui ont été créés dans sa commune. Alors qu'il y a des dispositions technologiques à partir de, comment on appelle ça, à partir des calculs géodésiques, quelque chose comme ça là, on peut aujourd'hui identifier facilement les points d'eau, les points de captage d'eau. Et au lieu d'avoir une fixation uniquement sur l'OTVP qui sont même aujourd'hui interdits, les petites tasses qui vous donnent l'argent instantanément, il faut vraiment prendre en compte la santé de vos populations. Et cela passe par la qualité de l'eau que l'on consomme. En 2000, je crois que c'était en 2018, nous avons eu les résultats d'une enquête d'une ONG qui a été financée par la Banque mondiale. Près de 90% des eaux de forage et de puits. Déjà qu'on parle de forage, ce sont pas souvent des forages, hein, parce que pour aller forer de l'eau, il faut atteindre la tête, ce qu'on appelle la tête de crête. Généralement, les eaux que nous ramassons un peu partout là, sont des eaux qui sont stockées dans les nappes sablonneuses déjà polluées. Bon, cette étude démontrait que presque 90% de ces eaux-là, de ces ressources hydriques que l'on retrouve dans les puits et les forages, contiennent les Escherichia coli. Sont des eaux qui sont impropres à la consommation. Mais malheureusement, Kanwate aujourd'hui, qui doit se lancer dans la fabrication de l'eau minérale, entre guillemets, n'a pas réussi à dépasser, je crois, 45% de taux de desserte d'eau, des réseaux d'eau publique dans les ménages. 45% dans une ville comme Douala, où on caracole à près de 5 millions d'habitants. Ça veut dire qu'on a à peu près, quand on a dit 5 millions, on a à peu près peut-être 2 millions de ménages. Donc, si on a 45, si on ne peut pas atteindre 45 de taux de distribution de décès dans les ménages, ça veut dire que vous avez presque la moitié ou bien les 3/4 des ménages à Douala qui ne consomment que l'eau impropre, qui n'utilisent que l'eau impropre à la consommation. Et donc, c'est une mesure qui, selon vous, peut résoudre ce problème d'eau, parce qu'il n'est pas le tout premier à se poser. Hein. Même les eaux en sachet ont fait l'objet des analyses similaires avec des matières fécales qui est également retrouvées. Oui, les gens sont libres de se lancer. Est-ce que cette simple décision de suspendre à titre conservatoire l'entreprise qui produit peut résoudre ce problème qui se pose quand même depuis plusieurs années dans notre pays? Ce n'est pas la seule entreprise qui, plusieurs fois, a été frappée par cette tension. Mais comment est-ce qu'on n'arrive pas, de votre point de vue, à résoudre ce problème de façon définitive? Parce que avant cette entreprise, il y a d'autres entreprises qui ont été incriminées. Le problème, c'est que la plupart de ces entreprises n'ont pas de laboratoire in situ. Même ces gens qui fabriquent les eaux en sachet là, ils le font dans leur chambre. Ils n'ont pas de laboratoire in situ. Quand je me rappelle, quand je passais un bon temps au ministère de l'Environnement, on a découvert que la plupart des entreprises qui vendent de l'eau en sachet n'ont pas de laboratoire in situ, donc n'ont pas de kit d'analyse. Donc, c'est peut-être sur le terrain, en faisant des analyses post-fabrication, que vous découvrez un certain nombre de choses dans l'eau qu'ils
qu'ils commercialisent. Comment ce problème peut être résolu en Le problème peut être résolu si d'abord les entreprises sont déjà... Il faut inventorier ces entreprises. Il faut les localiser. Parce que, Madame Fika, je vais vous dire quelque chose qui peut vous paraître insensé. La commune de Douala-Saint, la commune d'arrondissement de Douala-Saint est connue comme une commune où presque 70% des produits frélatés vendus sur le marché proviennent d'ici. Que ce soit le vin, que ce soit tout ce qui est pas bien, tout ce qui n'est pas contrôlable. On les fabrique dans des maisons où vous avez des clôtures à la Guantanamo. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on découvre une entreprise ou bien une entreprise qui s'est déclarée? La première des choses, vous devez avoir un laboratoire. Ça coûte pas cher. Même si vous n'avez pas un laboratoire in situ, vous pouvez avoir un agrément, vous pouvez signer un partenariat avec un laboratoire. Il se plaint dans la ville. Les laboratoires qui contrôlent les stocks. C'est pas stock. Parce que c'est ce que cette entreprise va faire. Cette entreprise va chercher à savoir quel stock qui a été contaminé. Pour finir, il faut savoir le stock qui a été contaminé. On met le stock de côté et puis on essaye d'arranger le problème. Mais le problème, c'est que à chaque fois, avant qu'un stock ne soit mis sur le marché, ce stock doit présenter un bulletin d'analyse. Parce que si on vient chez vous maintenant, vous ne présentez pas un bulletin d'analyse qui prouve que ce produit a été analysé avant d'être mis sur le marché, vous êtes très mal parti. Merci. On peut aller jusqu'à fermer votre entreprise. Merci Didier Imkwa d'avoir répondu à nos questions sur Abekamata. C'est moi qui vous remercie, madame. Didier Imkwa, militant écologiste. Merci beaucoup, messieurs.